23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans votre édition. Il s'est tenu ce matin un conseil des ministres, conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs décisions prises à ce rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement. Le point dans ce journal. Dans ce journal également, la présentation des résultats de la 5e caravane d'ophtalmologie initiée par la Fondation Children of Africa, une action à l'attention des enfants de 0 à 15 ans, lancée le 7 avril dernier. L'opération enregistre à ce jour 20 814 personnes prises en charge. Et puis les habitations sous des lignes à haute tension, on en voit de plus en plus à Abidjan. Comment se sont-elles retrouvées là? Quels dangers encourent les personnes qui vivent sous ces installations? Éléments de réponse également ce soir. Bonsoir à tous. Conseil des ministres ce matin au palais présidentiel. Je vous le disais tantôt, plusieurs décisions ont été prises à ce conseil présidé par le chef de l'État. On fait le point avec Viviane Aïma. Le binôme café-cacao, pilier de l'économie nationale. Afin de rendre les productions ivoiriennes plus attractives sur les marchés internationaux, le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 24 mai sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé la création d'une norme qui va réglementer la qualité de la production cacaoyère et caféière nationale afin qu'elle soit conforme aux normes en vigueur au plan international. Cette mesure vise à créer les conditions d'une production cacaoyère plus abondante et plus durable, de meilleure qualité, en vue de faire face à l'accroissement de la demande par l'industrie cacaoyère et chocolatière nationale et internationale, la demande, je dirais, de cacao certifié. Il s'agit également de mieux se conformer aux exigences et aux normes internationales de certification et de préparer les producteurs ainsi que toute la chaîne de valeur du cacao à la mise en œuvre de la nouvelle norme SEN/ISO pour le cacao durable et traçable. La publication de cette norme est prévue en principe en décembre de cette année. Tout cela nous permettra évidemment de mieux assurer notre place de leader mondial du cacao. Le réseau de distribution de gaz butane de Petrosi Holding sera cédé à des opérateurs privés. Petrosi Holding conserve tout de même certaines attributions. Selon le plan de privatisation qui a été adopté par le Conseil, la société maintiendra sa mission d'importation de gaz, GPL, pour couvrir les besoins nationaux. Les investisseurs privés sélectionnés devront reprendre les activités d'emplissage et de distribution de gaz GPL. Dans le domaine de l'audiovisuel, le Conseil décide la reprise totale des travaux de mise en œuvre de la transition numérique en Côte d'Ivoire. l'État prend désormais l'opération en main. Il faut dire que dans le cadre du processus de migration de la Côte d'Ivoire vers la TNT, le Comité national de migration, mis en place à cet effet, a procédé à un appel d'offres en vue de la sélection d'un partenaire pour le financement, la construction et l'exploitation du nouveau réseau de diffusion de la TNT. Cette offre de partenariat public-privé, PPP, n'a pas reçu de proposition satisfaisante. Le Conseil des ministres, sur proposition du Comité national de migration, a décidé donc d'abandonner le schéma initial de PPP et a opté pour la reprise en main et le financement du processus par l'État de Côte d'Ivoire. Ainsi, un opérateur exclusif national dénommé Société nationale de diffusion, SND, dont le capital sera détenu à 100% par l'État de Côte d'Ivoire, au moins dans un premier temps, sera créé en vue de relancer avec efficacité le processus de migration vers la TNT. Le Conseil a également adopté le calendrier de migration et les plans prévisionnels d'exploitation et de trésorerie proposés. Et pour finir, le porte-parole du gouvernement s'est prêté aux questions des journalistes sur le nouveau projet de loi sur la presse qu'il a présenté il y a quelques jours devant le Parlement. Ce projet de loi est-il réducteur des espaces de liberté dévolus aux hommes de presse ou est-il porteur de plus de liberté? Les conditions de création, de fonctionnement d'une entreprise de presse ont été assouplies. Avant, il fallait un capital social minimum de 5 millions de francs CFA
Allez dans la loi de 2004, vous le verrez. Dans la loi de 2017, ça ne figure plus. On vous dit seulement de créer une société qui répond aux exigences de l'OHADA. Aujourd'hui, avec l'OHADA, avec 100 000 francs, 200 000 francs, vous créez une entreprise. L'article 89, qui précise pour la première fois que la garde à vue, la détention préventive et la peine d'emprisonnement sont exclus pour les infractions commises par voie de presse ou par tout moyen de publication, sous réserve des dispositions de l'article 90. Allez à la loi de 2004, vous ne verrez pas cette disposition-là. Elle est nouvelle. Autrement dit, même si une faute est commise aujourd'hui, l'État, à cause de cet article 89, ne pourra même pas mettre en garde à vue. Pour moi, c'est une avancée. C'est une évolution positive. Le prochain Conseil des ministres se réunira le 31 mai prochain. Le vice-président de la République est en Inde. Daniel Kablan-Duncan représente le chef de l'État aux assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement. Les travaux de cette 52e session ont démarré hier mardi. Compte rendu à Ouattara. Les dirigeants des pays membres de la Banque africaine de développement, au rang desquels le vice-président Daniel Kablan-Duncan, représentant le président de la République Alassane Ouattara, se sont retrouvés au centre Mahatma Mandir de Gandhinagar, dans le Gujarat, en Inde, pour définir des stratégies en vue de la transformation de l'agriculture en Afrique. Un thème qui se réfère au succès de la politique agricole de l'Inde appelée la Révolution verte. Pour le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, c'est donc de ce pays que va émerger une nouvelle ère, celle de la transformation économique du continent africain. Avant d'ajouter que l'Afrique, pour se développer dans la dignité, doit se nourrir elle-même et aussi s'industrialiser, s'intégrer, s'éclairer et fournir de l'énergie, améliorer les conditions de vie des Africains. Le Premier ministre indien Narendra Modi a pour sa part réaffirmé que son pays, qui entretient des relations très fortes et anciennes avec le continent, sera toujours aux côtés de l'Afrique dans sa longue marche vers un avenir lumineux. Des panels sur la coopération Afrique-Asie, les femmes dans l'agriculture, les besoins de financement de l'agriculture en Afrique vont ponctuer cette édition 2017 des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, qui fait ainsi la part belle à l'agriculture, l'agroalimentaire et l'agro-industrie. Et on évoque à présent la cérémonie de présentation des résultats de la 5e caravane d'ophtalmologie initiée par la Fondation Children of Africa, une action à l'attention des enfants de 0 à 15 ans, lancée le 7 avril dernier. Sachez que l'opération enregistre à ce jour 20 814 personnes prises en charge. Jérôme Kofi Abola. Témoin privilégié de cette cérémonie de présentation des résultats de la 5e caravane ophtalmologique gratuite à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, des élus ainsi que des chefs traditionnels. Une caravane présente pendant environ une semaine entre le 21 et le 29 avril 2017 dans la région du Haut-Sassandra. La contribution à l'amélioration de la vue des enfants de 0 à 15 ans, tel est l'objectif toujours visé. Selon le président de la Société ivoirienne d'ophtalmologie, Fanny Adama, les consultations oculaires lors de cette session ont permis de prendre en compte plus de 20 000 enfants et distribuer environ 1 000 paires de lunettes. Pour lui, ces résultats jugés largement satisfaisants sont dus à des meilleures conditions créées par Children of Africa et sa présidente, Dominique Ouattara, qui ont pris cette initiative noble. Le professeur Alphonse Guégué-Madi, président du conseil régional du Haut-Sassandra, en tant que porte-parole des populations, a exprimé sa gratitude à la première dame pour toutes les causes comme celle des enfants que Children of Africa défend sans relâche. Children of Africa a apporté la joie au cœur des populations de la région du Haut-Sassandra. On se rappelle l'action que vous avez développée en ce qui concerne le travail des enfants dans les champs.
Et pourtant, nous savons très bien que l'essentiel de nos ressources viennent des champs parce que l'agriculture est notre première richesse. Mais vous avez également mis le doigt sur le fait que ceux qui doivent aller au champ, mais que les enfants avaient leur place dans les écoles. Quant à la première dame Dominique Ouattara, elle a saisi l'occasion pour féliciter les membres de son cabinet. Pour elle, s'ils n'avaient pas été là, cette caravane n'aurait pas connu cette ascension depuis la première édition, il y a environ 10 ans. Je me réjouis que nous ayons pu consulter et soigner un si grand nombre de nos enfants et je voudrais donc saluer et remercier chacun de vous pour le travail exceptionnel que vous avez réalisé au cours de cette 5e caravane. Cela fait près de 10 ans que les équipes médicales et les bénévoles de la Fondation Children of Africa vont à la rencontre des populations à travers la Côte d'Ivoire afin de procurer à nos enfants les soins ophtalmologiques dont ils ont besoin. Démarrée en février 2008, la caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa a soulagé à ce jour de nombreux parents défavorisés en consultant et en soignant gratuitement au total 80 000 enfants à ce jour. Je tiens à cet effet à remercier chaleureusement tous nos généreux donateurs et les partenaires de la Fondation Children of Africa qui œuvrent à nos côtés pour rendre cette action possible année après année. Au cours de son passage dans la région du Haut-Sassandra, la 5e caravane ophtalmologique a visité Daloa, Issia, Saïwa, Vavois et Zoukougbe. Partout, la mobilisation a été exceptionnelle, comme lors du lancement le 7 avril 2017 à Anoumambo, dans la commune de Makori. Un nouveau directeur général à la tête de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est un Africain, Dr Tedros Adhanom. C'est le nouveau patron donc de l'OMS et c'est une première dans l'histoire de cette organisation internationale. On en parle avec Fidèle Igné et Ami Sissoko. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a un nouveau directeur général. C'est l'Éthiopien Tedros Adhanom, le premier Africain à la tête de cette institution. La candidature de Tedros Adhanom a été proposée par le gouvernement éthiopien. Il a été élu face au Britannique David Nabarro et à la Pakistanaise Sania Nishtar lors de la 70e Assemblée mondiale de la santé à Genève en Suisse ce 23 mai. La ministre Raymond Goudou Kofi, représentant la Côte d'Ivoire à cette Assemblée générale, a félicité le nouveau directeur général de l'OMS. La Côte d'Ivoire voudrait former le vœu de voir le nouveau directeur général de l'OMS capitaliser sur les acquis en accélérant la lutte contre la résurgence des maladies dites négligées, en renforçant la prise en compte des maladies non transmissibles qui affectent le monde. Enfin, la recherche de financement additionnel, endogène et novateur devrait intégrer davantage le secteur privé pour un développement durable. Élu pour un mandat de 5 ans, Dr Tedros Adhanom succède ainsi à la chinoise Dr Margaret Chan à la tête de l'OMS depuis 10 ans. Le nouveau directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom, a été ministre de la Santé en Éthiopie de 2005 à 2012, ministre des Affaires étrangères de 2012 à 2016. Il a également été président du Conseil du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Vous le verrez en image, la forte pluie qui s'est abattue aujourd'hui sur Abidjan a provoqué l'effondrement d'un mur dans la commune de Cocody, précisément à Angré, 8e tranche. Une maison a été écrasée avec à l'intérieur une jeune femme de 25 ans et un enfant dont l'âge n'a pas encore été déterminé. Les sapeurs-pompiers sur place n'ont malheureusement rien pu faire. Des habitations sous les lignes à haute tension, on en voit de plus en plus à Abidjan. Comment se sont-elles retrouvées là? Quels sont les dangers qu'encourent les personnes qui vivent à ces endroits-là? Franck Wadio et Chris Diomandé se sont posé la question. Regardez. Un nuage de fumée qui s'élève de ces hangars, des logements de fortune couverts de plastique et de vieilles tôles, d'autres constructions faites de briques, juste en dessous d'un boulevard de fils électriques à forte puissance, les lignes à haute tension.
Nous sommes à Aoussabougou, un sous-quartier de la commune d'Adjamé. Ici habite Adosso, père de 3 enfants. Ce maçon vit dans ce quartier depuis 5 ans. Autour de lui, de nombreuses familles dont les habitations précaires se trouvent sous les lignes à haute tension. Ils disent être là par manque de moyens financiers. Avant, j'étais à Daloa, c'était un peu dur sur moi. Quand je suis venu ici, je suis venu glouer un peu pour avoir quelque chose. Étant étudiant, je devrais venir suivre les études ici. Et quand je suis venu, c'était le quartier qui pouvait m'accueillir, vu des moyens, les défauts de moyens financiers qui m'ont permis à venir accepter ce quartier. Des habitations sous la ligne à haute tension, pas que dans ce décor de précarité. Certaines communes dites résidentielles sont aussi concernées. À Cocody, bien visible, ces immeubles à proximité d'installations électriques. Ça nous fait peur. Hein? Bon, moi, je suis au 3e. Quand il pleut, il fait nuit comme ça, il pleut, ça s'allume. Ça fait des bruits même. Il arrivait un jour même, vraiment, ça a fallu faire des dégâts. Et tout le monde est sorti pour regarder. On ne connaît pas encore les effets secondaires. Mais par moments, on entend des fils qui s'embrassent et puis bon, ça crée vraiment des problèmes. Bon, les habitations sont juste à côté. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on nous dit pas tantôt, il ne faudrait pas qu'on soit près de la haute tension, mais ici au quartier, il y a longtemps qu'on est tous à côté de la haute tension. On voit même des maisons qui sont juste à peine à 2 mètres même de la haute tension. Des habitations sous des dispositifs à haute tension. Certainement du danger dans l'air, cela est confirmé par ces spécialistes. Au-delà de 100 microtesla, il y a danger. Lorsque nous prenons le champ magnétique en dessous des lignes à haute tension, nous avons des valeurs qui ne dépassent pas les 2-3 microtesla. Lorsque l'organisme de l'être humain est soumis à une variation des champs magnétiques, il va apparaître des courants dans son organisme. Cette tension élevée est capable de ôter la vie à une vitesse record. Le danger immédiat, qui est évident, c'est que lorsque un fil haute tension se détache, tous ceux qui seront touchés directement ou indirectement par des objets qui conduisent l'électricité vont mourir. Des radiations qui menacent les populations, surtout au niveau sanitaire. On a observé l'augmentation de la leucémie chez l'enfant sous les hautes tensions. Chez l'épileptique, ça peut déclencher les crises d'épilepsie. Les gens qui ont tendance à avoir des maux de tête, des céphalées, vont avoir donc des céphalées un peu plus accrues et un peu plus fréquentes. Quelqu'un qui vient d'être touché avec une ligne haute tension va voir toute sa peau tomber comme une brûlure d'eau chaude. Hein? Il va avoir des troubles respiratoires avec arrêt respiratoire, de tachycardie, des fibrillations jusqu'à arrêt cardiaque. Et donc ça, c'est mortel. Ces lignes à haute tension sont de grands réseaux de transport d'électricité. Autrefois isolés des lieux d'habitation, les hautes tensions, ces fils électriques de grande puissance, sont aujourd'hui rattrapés par l'urbanisation. Une situation qui préoccupe. S'installer en dessous des hautes tensions, c'est mettre sa vie en danger. Il est indiqué de respecter certains reculs par rapport à ces installations. Et donc les servitudes à respecter varient en fonction du type de ligne. Quand vous avez des hautes tensions, il est indiqué d'être au minimum à 15 mètres de la ligne de haute tension. Et donc si vous êtes à 15 mètres de part et d'autre, le couloir à respecter doit être au minimum de 30 mètres. Monsieur le ministre en charge de l'urbanisme a instruit nos services et nous sommes en train de réfléchir actuellement à des textes qui seront bientôt présentés au niveau du gouvernement pour interdire de manière formelle toutes sortes d'installations en dessous des hautes tensions et d'autres types d'installations dans les servitudes des équipements. Le moment venu, je pense qu'avant de procéder au déguerpissement, les mesures d'accompagnement seront connues par les différentes populations, comme ça a toujours été le cas. Les lignes à haute tension près ou au-dessus des habitations génèrent crainte et questionnement quant à leurs conséquences sur la santé des riverains. Une longue réflexion mais aussi des actions doivent être menées afin de permettre aux personnes vivant sous les lignes à haute tension d'être à l'abri de tout danger.
On parle transport à présent. Comment accroître la mobilité en Afrique? Question au cœur de la 5e édition du Salon africain des transports et des infrastructures économiques. Le Salon des transports a ouvert ses portes mardi, ici même à Abidjan. Il réunit l'ensemble des acteurs de la chaîne logistique en Afrique. On fait le point avec Lansine Bakayoko et Jean-Jacques Kwame Ala. Au plan scientifique, ce Salon africain des transports aborde plusieurs problématiques en relation avec le développement durable, la mobilité urbaine, la professionnalisation de l'activité logistique et le financement des infrastructures. Toutes ces thématiques pour répondre à une seule question. Quel système de transport, quel système logistique nous allons pouvoir offrir pour contribuer à l'émergence des pays africains? Une question, mais surtout un vaste chantier qui appelle aujourd'hui à une convergence d'actions. Car, malgré les nombreux efforts entrepris au niveau régional, l'Afrique a encore du mal à amorcer une réelle intégration économique. Cette situation est liée, entre autres, à la faiblesse des échanges intracommunautaires dus au coût élevé du transport inter-État de marchandises et de passagers, à la multiplicité des procédures aux frontières, source de perte de recettes douanières, à la durée et au coût des procédures de transit maritime. À titre d'exemple, le transport d'un conteneur entre Kampala en Ouganda et Mombasa au Kenya prend 2 fois plus de temps et coûte 2 fois plus cher que de le transporter de Londres à Mombasa. Il s'agit donc de trouver des mécanismes pour moderniser les circuits commerciaux à travers le continent africain. Le Maroc est prêt à jouer le rôle de leader. Avec ces 8 milliards de dollars annoncés en 2015-2016, cela lui permet réellement d'être présent et de pouvoir effectivement travailler avec une approche win-win, gagnant-gagnant, qui permet à tous les pays africains d'émerger. 15 entreprises marocaines participent au salon qui s'achève ce jeudi. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus à cet événement auquel la commissaire générale Lamagnatie Bamba veut donner une envergure internationale. Le livre au cœur de la famille, c'est le thème retenu pour la 9e édition de cet autre salon ouvert ici même à Abidjan. Le Salon international du livre qui a donc ouvert ses portes cet après-midi. Le SILA, on en parle avec Serge Collier. Elle est l'écrivaine ivoirienne à l'honneur de la 9e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. Regina Yaou, auteure prolifique de génie, avec plus de 30 œuvres, a été honorée pour l'ensemble de sa carrière, débutée en 1977. Ça fait 50 ans au moins que j'ai pris la plume pour la première fois. Et ça fait 40 ans qu'on m'a découverte. Bon an, mal an, au moins par an, un livre ou quelquefois 2 à 3 livres dans la même année, c'est déjà arrivé. C'est la grâce de Dieu et je veux lui rendre toute la gloire. Le livre au cœur de la famille, c'est le thème de cette 9e édition. En ce temps où la famille se déchire par les faits de violence, où les États sombrent sous le poids du terrorisme, le livre apparaît comme l'antidote et la potion à même d'irriguer les âmes de vertu et d'amour. Oui, l'enfant qui lit, qui porte le livre en affection, portera les kalachnikovs et les bombes en horreur et en haine. Qui aime le livre déteste la violence. C'est pour cela qu'il nous faut offrir encore plus de livres, ouvrir plus de bibliothèques, multiplier les salons du livre. À l'occasion de ce salon du livre, j'aurai le bonheur de distribuer, avec l'appui de Madame la ministre de l'Éducation nationale, plus de 4000 livres. Ange Ndapri a invité le grand public à visiter le SILA 2017 qui vise 100 000 visiteurs. Pays invité d'honneur, l'Espagne va faire découvrir sa littérature au public ivoirien. À cette cérémonie d'ouverture, le Grand Prix national Bernard Dadier de la littérature a été décerné à Josué Guébo. Michel Tanon, Marina Niava, Africa Reflet Édition ont également reçu des prix. Le SILA 2017 se tient du 24 au 28 mai au Palais de la Culture à Bernard Dadier à Abidjan.
Le niveau d'alerte relevé au Royaume-Uni après l'attaque de Manchester. L'armée est fortement mobilisée. L'attentat a fait au moins 22 morts et 59 blessés. Il a été revendiqué par l'organisation État islamique qui menace de frapper encore. Donald Trump est à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN, mais avant, le président américain était au Vatican où il a rencontré le pape François. La paix au cœur des échanges entre les deux hommes. Michel Diré. Après l'Arabie Saoudite et le Proche-Orient, le président américain Donald Trump est au Vatican où il a été accueilli par le souverain pontife. L'entretien a duré une trentaine de minutes. Beaucoup de sujets opposent le pape et le nouveau locataire de la Maison-Blanche. L'on s'en souvient, le pape François avait dénoncé le projet de mur à la frontière mexicaine et le décret anti-immigration. Le président américain est accompagné par son épouse Miliana, qui devait rendre visite à des enfants malades, alors que sa fille Ivanka devait, elle, rencontrer une communauté catholique pour parler de lutte contre le trafic des migrants. Ce séjour de Trump en Italie sera également marqué par une visite de la chapelle Sistine et une rencontre avec le président et le premier ministre italien. Le pape François qui a, il y a quelques jours seulement, canonisé François et Hyacinthe, ces deux petits bergers témoins des apparitions de la Vierge Marie à Fatima. La cérémonie s'est déroulée en présence de milliers de fidèles, parmi eux Thérèse Tapé-Yoboué. Ils s'appelaient François, Hyacinthe et Lucie, les trois petits bergers d'Aljustrel, près de Fatima, à qui l'ange puis la Vierge Marie sont apparus. Ce 13 mai 2017, cela fait 100 ans que ces petits bergers ont vu, dialogué et prié avec la Dame du Ciel, comme ils avaient l'habitude d'appeler la Vierge Marie. Lors des apparitions, la Vierge avait demandé aux enfants de venir 6 mois de suite au lieu indiqué, de réciter tous les jours le chapelet, de se sacrifier pour les pécheurs. La vie des enfants a donc été marquée de pénitence, de sacrifice et de prière. Le 13 mai 2000, le pape Jean-Paul II a béatifié François et Hyacinthe. Lucie, elle était encore en vie. 17 ans après, François et Hyacinthe viennent d'être canonisés par le pape François, en présence de milliers de pèlerins venus du monde entier. Des Ivoiriens ont pris part à cette célébration au sanctuaire de Fatima. C'est une émotion et c'est une grâce que le Seigneur nous fait de venir jusqu'ici pour célébrer ces 100 ans d'apparition. Ça a été vraiment un grand honneur d'être parmi les pèlerins. Je suis venu aussi pour prier pour mon pays, la paix pour mon pays, l'harmonie pour mon pays. Nous sommes là pour prier. On a prié pour notre pays, on a prié pour Jésus. Vous qui me regardez là, j'ai prié pour vous aussi. Et je vous assure que cette bénédiction ici, là, à Fatima, au Portugal, va se réjaillir sur vous aussi. Un voyage qui a été possible grâce au chef de l'État à travers le ministère de l'Intérieur, de la Direction générale des cultes et l'organisation Foi Cristal. On remercie le gouvernement ivoirien, le président de la République, et je voudrais remercier également Foi Cristal qui nous encadre très bien. Au cours de cette célébration, le pape François a invité les chrétiens à la tolérance, à la pénitence, à l'espérance. Auparavant, les fidèles chrétiens ont participé à une grande veillée à laquelle a pris part le pape François. Et demain, jeudi 25 mai, la journée est déclarée fériée et chômée sur toute l'étendue du territoire national à l'occasion de la célébration de la fête de l'Ascension de Jésus-Christ, 40 jours donc après la fête de Pâques. Que représente cette célébration pour les fidèles chrétiens? David Soyo et Grace Kondo nous en parlent. 40 jours après la résurrection du Christ, les chrétiens célèbrent la fête de l'Ascension qui marque la montée de Jésus au ciel. Les raisons de l'Ascension se trouvent même dans les Saintes Écritures. L'Ascension nous fait prendre conscience que nous avons une patrie et que quel que soit ce que nous faisons, que nous opérons comme choix sur cette terre, nous ne devons jamais oublier que la véritable patrie,
de tout homme qui se veut créature de Dieu, c'est le ciel. Un jour viendra où nous allons connaître aussi notre ascension, nous allons connaître aussi notre gloire, nous allons connaître aussi notre élévation. Nous devons aussi avoir cela à l'esprit qu'un jour nous partirons, mais comment allons-nous partir? C'est à chacun de répondre à cela. Les chrétiens catholiques, évangéliques et bien d'autres, tous s'accordent sur l'importance de cette célébration. La première attitude, c'est une attitude d'action de grâce. La deuxième attitude, c'est une attitude de contemplation. Et la troisième attitude, c'est une attitude d'appropriation. Pourquoi d'abord action de grâce? Parce qu'il nous faut dire merci au Seigneur. Il nous faut présenter notre joie en cette fête de l'Ascension parce que le Seigneur nous devance. C'est une montée au ciel à côté du Père. Il prend notre humanité. N'oublions pas qu'il est venu prendre notre humanité pour sauver cette humanité. C'est une attitude de dévotion totale, de crainte de Dieu. Jésus a été rejeté, il a été incompris, il a été abandonné, il a été insulté. Mais à la croix, Jésus a fait une chose importante. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc un chrétien, pendant l'ascension, si véritablement nous aspirons à connaître nous aussi notre ascension, ce que nous devons faire, c'est de libérer notre cœur. L'ascension marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit 10 jours plus tard. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente fête de l'Ascension et n'oubliez surtout pas, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bonne soirée.